Là, je vais vous parler des risques, d'autres types de risques. Il y a des risques lors de la construction. Il y en a certains qu'on peut deviner facilement, comme la compaction des sols. C'est sûr qu'ils font attention. Hein. Je ne dis pas que les gens ne font pas attention. Mais malgré tout, à cause de la machinerie, c'est quasiment impossible qu'il n'y en ait pas du tout. Il y a un relargage des métaux lourds. Ça, c'est important parce que quand les soudures se font le long des tronçons, parce qu'il faut assembler les tronçons de l'éoduc, évidemment, il y a des soudures et ça peut tomber dans des petits fossés, un peu d'eau, etc. Et ces métaux lourds-là pourraient évidemment se retrouver dans la chaîne alimentaire. Augmentation des risques de glissement, on l'a dit. Une diminution des rendements agricoles sur 5 ans. Et ça semble être à peu près le cas. C'est sûr que la compagnie, le représentant de la compagnie va dire oui, ça va durer 1 an ou 2. 5 ans, ça me paraît raisonnable. Et il faut déboiser, c'est sûr et certain. Et on ne reboise plus après. Donc c'est un déboisement obligatoire, mais permanent. Et en zone humide, ben, c'est là que vraiment, on ne peut pas empêcher de casser le net, là, de casser les yeux en faisant le net. On est dans une zone très fragile. Et comme je l'avais dit lors d'une conférence à l'ANOREC, on ne peut pas refaire une tourbière qui a demandé des milliers d'années à se former et qui a une complexité qui dépasse l'entendement de notre pauvre cerveau. Lors d'exploitation, contamination des sols, soit par des légères fuites ou soit par un accident majeur. Et dans ces cas-là, lorsqu'il y a un bris de la conduite, la contamination est souvent entre 0 et 300 mètres. Mais 0 et 300 mètres, 300 mètres, ça commence à être loin, là. Surtout s'il y a un cours d'eau ou justement une nappe phréatique importante. Contamination des eaux de surface, ça peut arriver aussi. Risque de fuite, à quoi ils sont dus dans un premier temps, il faut se rendre compte que c'est surtout dans les stations de pompage. Soit les 2 tiers des fuites se retrouvent à ces endroits-là, alors que pour la conduite, c'est environ 1/4. Et pour les conduites, à quoi sont dus ces défauts-là? C'est surtout la corrosion, pour plus des 2 tiers. Ça, c'est à partir des études en Alberta, sur des dizaines de milliers de kilomètres, et ils en ont, eux autres, des pipelines, des conduites. On peut leur faire confiance. On peut voir que certains mouvements sismiques qui peuvent causer un certain nombre de bris, comme s'il y en a 281, 1,7%, etc. Après combien de temps la corrosion? C'est observé après combien de temps? Ça dépend vraiment du travail qui a été fait lors de la mise en place. Est-ce que la protection cathodique a été bien mise, bien installée? Est-ce que le film, parce que différents revêtements qu'on met sur la conduite, est-ce que c'est une enduit de bonne qualité, ça a été bien fait? Puis c'est toujours une question de détail, les soudures, les boulons, tout ce qui peut toucher. Là, ici, on a une carte encore, mais qui représente l'importance des petites fuites. Si on regarde le nombre de petites fuites, eh bien, si on a 21 000 petites fuites qui représentent 98%, plus de 98% du volume déversé. Le gros du volume déversé est dû à un grand nombre de petites fuites. Il va arriver des fuites importantes, comme on peut le voir, des fuites à plus de 10 000 barils, ce que j'appelle les scénarios catastrophes. Ben là, il y en avait 9 de répertoriés sur peut-être, je ne sais plus si c'est 10 ans, 20 ans, sur une vingtaine d'années. C'est un petit nombre avec un gros effet. Mais il ne faut pas oublier que toute la partie jaune ici de la carte, là, elle se retrouve dans l'environnement. Ça contamine une plus grande superficie? Oui, nécessairement. Maintenant, le temps de réaction, les compagnies se tardent d'être toujours rapides, et pas juste les compagnies, il y a des mères aussi qui se tardent d'être très très rapides, dont notre mère à nous à Trois-Rivières, qui avait le doigt sur le piton, mais ça ne prenait même pas une minute. Mais le fait est que ça peut prendre une quinzaine de minutes dans environ entre 40 et 50% des cas, et plus de 15 minutes dans encore là, environ 40% des cas, et plus d'1 heure dans plus de 10% des cas. C'est tiré du rapport Harvey pour la MRC de Dautré. Ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que ce temps de réaction-là peut différer
comprendre parfois que ça prenne des heures quand c'est la sécurité civile ou la population qui est la première à se rendre compte, à détecter cette fuite-là. Les technologies utilisées quand ils sont à Calgary sur leur ordinateur, c'est la technologie SCADA, c'est ce qu'on voit ici. Ça ne détecterait qu'environ 20% des fuites. Pour Enbridge, c'est même 10% des fuites pour la compagnie Enbridge. Enfin, c'est juste pour vous signaler qu'on a des tests de pression, on a différentes façons de détecter, mais malgré tout, l'être humain en détecte beaucoup et ça prend un certain temps. Pour essayer d'éviter ce qu'on a vu là au Michigan, ça c'est Enbridge, c'est l'incident qu'on appelle le Kalamazoo. J'ai toute une série de belles diapositives là-dessus, mais je ne vous les présenterai pas aujourd'hui. C'est juste pour vous montrer quels dégâts ça peut faire. On est dans une zone humide, comme on peut voir là. Ça peut ressembler aux abords de l'autoroute 40 ici à Madison. Et qu'est-ce que ça fait une fois dans l'eau de Dilbit? Parce que là, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit « Oh, il n'y a pas de problème, ça flotte, ça s'évapore. » D'autres qui disent « Ça va dans le fond. » En fait, la situation est que selon la température, selon la quantité de sel, de minéraux qu'on retrouve dans l'eau, ça peut adopter différents comportements. On peut le retrouver dans la colonne d'eau, on peut le retrouver dans le fond, comme on peut le voir ici, on peut le retrouver à la surface, ou un cas où on en retrouve un petit peu des trois. Donc, tout est vraiment possible et il faut imaginer que d'un endroit à l'autre, ça va changer. Il n'y a pas de miracle là-dedans. On ne peut pas imaginer que on va tout ramasser ça avec notre écuelle. Non, ça serait trop facile. Et d'autres vont dire, bon, là, ça prend tout le sol, là, on va tout excaver le sol. Oui, mais ça dépend des sols. Il y a des sols où les panaches, vraiment, ça va très rapidement. Mais c'était juste pour vous signaler que il y a différents comportements de ces produits-là. D'ailleurs, le pétrole, c'est déjà des milliers de molécules. Donc, quand ces milliers de molécules-là vont se retrouver avec des milliers d'autres molécules dans l'eau, tout ça va se mélanger et on ne pourra plus vraiment revenir en arrière. Ici, c'était pour l'accident de Kalamazoo. C'est juste pour vous montrer sur un site de l'UPA les différents rapports. On va voir ici le nombre de pages, les 10 000 pages. Juste pour cet incident-là, il y a 80 000 pages pour un rapport. Imaginez l'ensemble des rapports. Ça, c'était en 2012. Il y en a eu des rapports depuis ce temps-là. Et c'est juste pour vous indiquer que si vous en voulez de l'information, il y en a. C'est pas ça qui manque. On est submergé d'informations. Maintenant, c'est comment trouver l'information, celle qui est pertinente, et qu'est-ce qu'on fait avec. C'est un peu pour ça que j'essaie de donner des présentations. Un mauvais voisin, c'est le gazoduc, parce que quand on avait rencontré TransCanada à Trois-Rivières, j'avais posé la question au vice-président Van der Poot et j'avais dit quelle est la distance entre le gazoduc et le il n'y a pas de problème, c'est à quelques pieds. Il y a Mme Joyce Renaud qui est ici à Trois-Rivières, qui a posé la question au BAP, qui a demandé c'est quoi la distance minimale. TransCanada a répondu il n'y a pas de distance minimale. On sait que quand même, ils ne vont pas l'accoler dessus. Là. Ça, c'est pas jouable, c'est pas intelligent, ils ne le feront pas. Mais ça peut être de quelques pieds. Mais qu'est-ce qui arrive avec un gazoduc? Comme on peut voir ici, on a une emprise. On pourrait imaginer que ça, c'est le gazoduc et ça, c'est l'oléoduc. On pourrait imaginer, juste pour vous présenter. Parce que souvent, dans les emprises, on peut retrouver plusieurs conduites. Eh bien, quand le gazoduc explose, ça fait des dégâts. Comme ça, c'est une explosion en 2014 à Otterburn, Manitoba. Près de, là, en allant vers les États-Unis, près de la ville d'Emerson, il y a comme un raccordement. Et c'est là que ça a flambé. Il y avait 3 conduites. Il y en a eu ça à Trois-Rivières aussi, en 2005. Oui, à Pointe-du-Lac. Mais ce n'était pas une conduite de 36 pouces. Non. Là, à Vatican, je crois que c'est une conduite de 30 pouces que vous avez. Ça, c'en est une conduite de 30 pouces qui a explosé en 2008 en Virginie parce qu'il y avait des problèmes de corrosion. C'était pratiquement rongé de part à l'autre. On dit qu'il y avait à peu près 40% de l'épaisseur de la conduite qui avait été grugée par la corrosion. Donc, évidemment, avec une certaine pression ou une certaine température, bien, ça peut exploser. Là, on peut voir ici 2 personnes, juste pour vous donner une idée du cratère. S'il y avait eu une autre conduite, moi, là, je ne crois pas qu'elle serait demeurée intacte. Et pourtant, ils disent que c'est pas dangereux.
Ah, je sais, ils me l'ont dit, j'ai posé la question moi-même. Il n'y a pas de problème là. Mais je suis en train de faire un examen plus exhaustif de tous les accidents comme ça où on voit les cratères. Là, je suis en train de regarder la dimension des cratères dans les 3 axes pour un certain nombre de conduites et essayer d'estimer ce serait quoi la. Parce qu'eux, ils disent ah, il n'y a pas de problème à 5 mètres. Ouf, pas sûr. Maintenant, les risques climatiques qui m'apparaissent être les plus importants. Parce que, quand je parlais d'incidence planétaire, c'est à celle-là que je faisais mention. Là, ici, vous voyez le globe terrestre, là, à l'échelle, avec tous les océans. C'est ça ici, l'eau, c'est écrit water, c'est tous les océans se retrouvent là. Et ici, on a l'atmosphère. Toute l'atmosphère se retrouve là-dedans. Là, c'est une mince couche, évidemment. Et si on rassemblait toute cette mince couche dans une sphère, ça correspondrait à une sphère ici de peut-être 1000 ou 2000 km de diamètre. Donc, c'est juste pour vous signaler que ce soit les océans ou que ce soit l'atmosphère, ce sont des petits volumes, ce sont des petits endroits pour stocker nos cochonneries. Ici, on a une autre représentation où on le voit encore mieux à l'échelle. C'est on a le continent nord-américain avec les États-Unis. On voit tous les océans se retrouvent ici. Toute l'eau non salée se retrouve ici, puis l'eau potable, c'est un petit point. Toute l'eau potable de la planète est là. Finalement, l'eau potable, souvent, c'est l'eau souterraine, c'est l'eau de certains glaciers, mais c'est tout le restant de l'eau qui n'est pas utilisable. Donc, l'eau qu'on utilise, c'est très, très, très petite quantité d'eau qu'on utilise. Et elle est essentielle, cette eau-là. Et à ma grande surprise, 2015 ou 2005, je ne me rappelle plus quelle date, mais c'est il y a quelques semaines, pour la première fois, je vois un article dans le Journal de Montréal qui parle des gaz à effet de serre et du changement climatique. Je dis, oh, là, ça commence à être sérieux. C'est le Journal de Montréal qui en parle. 22 mars 2016. 22 mars 2016. Et là, ils me disent des émissions à un rythme inédit depuis 66 millions d'années. Et là, c'est important de se rendre compte qu'il y a 66 millions d'années, nous n'étions pas là. Donc, il est vrai qu'à l'échelle des millions d'années, etc., des milliards en ce qui concerne la planète, il y a parfois des concentrations de GES, de dioxyde de carbone, qui sont importantes. Mais là, on parle des émissions. Il y a 66 millions d'années, lors d'une période de réchauffement, il y a eu comme une émission, il y avait ça un maximum d'émissions thermiques, il y a eu tout le pergélisol s'est mis à libérer le méthane, etc., le carbone, parce que c'est aussi un gaz à effet de serre. Et finalement, ça s'est produit il y a 66 millions. Bien, nous, l'être humain, on est capable de refaire ça avec nos industries, nos automobiles, etc. Et on continue. À l'heure actuelle, ça ici, ce sont nos émissions en milliards de tonnes de CO2 par année. Donc, on est de l'ordre de 25 à 30. Et puis, à cause de notre déforestation, ben, on en perd encore, c'est comme si on en émettait encore un 5 de plus. Heureusement, on a des arbres qui stockent. C'est ce qu'on voit ici, la partie qui est vers le bas, à peu près 10 milliards de tonnes par année. Et il y a des océans qui pompent aussi du CO2, qui captent le CO2 atmosphérique, qui le mettent dans l'eau. Malheureusement, ça acidifie les océans, ça acidifie les mers, ça acidifie les lacs. Et c'est pour ça que les coraux disparaissent. Il n'y en aura probablement plus en 2030. Et même l'industrie de la pétanque, l'industrie de la moule, etc., ça regarde mal pour les années 2050. Là, ça regarde vraiment mal. Mais la résultante, c'est qu'on retrouve l'équivalent d'à peu près 17 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, qui correspond à 4 milliards de tonnes de carbone. Année après année. Si on regarde maintenant Énergie-X. Énergie-S, il faut extraire, évidemment, le pétrole, il faut le raffiner, on utilise des diluants, il faut le transporter, c'est la partie pipeline, et on le brûle éventuellement. Là, la compagnie TransCanada nous dit, ben oui, mais nous, on ne brûle pas, nous, on n'extrait pas, nous, on ne pollue pas. Et évidemment, ils polluent beaucoup moins que les autres. Si on regarde la partie transport, c'est 3,7 millions de tonnes sur un total de 240. Donc, c'est peut-être quelques pourcents, 2% peut-être. Mais à quoi ça correspond, ce million de barils par jour? Eh bien, il faut quand même se rendre compte que c'est l'équivalent que si on avait un troupeau là, de
environ 50 millions de bovins. On sait que les bovins émettent beaucoup de méthane, c'est ce qu'il faut essayer d'éviter. Quand je dis 5 tonnes par vache, à peu près comme une voiture aussi, on peut faire une équivalence. C'est l'équivalent d'environ 50 millions de voitures. C'est sûr que des fois on entend parler du 7 millions de voitures de l'Institut Pembina. C'est parce qu'ils ont tenu compte seulement de la partie extraction. Si on tient compte de l'ensemble du cycle de vie, et surtout de la combustion, eh bien, on en rajoute des voitures sur les routes. Et parce qu'éventuellement, ce pétrole-là va être raffiné en Italie ou aux Indes ou ailleurs, et ça va servir pour différents produits pétroliers, malheureusement pour être brûlé, mais non pas pour faire du plastique, parce que le plastique, c'est à peine 2% de la consommation de pétrole à l'échelle planétaire. Si on regarde maintenant le Québec et le Canada, nous émettons, si on essaie de répartir, parce qu'on sait que le tuyau est à peu près à 16% au Québec, 100% au Canada. Donc, on pourrait dire qu'on a une certaine responsabilité de l'ordre de 40 millions de tonnes par année. Nous, on en émet 80 millions par année, tout confondu. Donc, ce seul projet-là nous en amène 40 millions. Mais là, ils vont dire, ben oui, mais c'est des émissions qui ne seront pas comptabilisées. Ben non, ils ne seront pas comptabilisées au Québec. Ils vont être comptabilisés en Alberta, ils vont être comptabilisés aux États-Unis, ils vont être comptabilisés dans d'autres pays. Mais n'empêche qu'à l'échelle de la planète, on est quand même responsable. C'est pour ça que le terme responsabilité climatique, dès ma première présentation que j'avais donnée sur le léoduc, que je crois que c'était à Saint-Cléophas, j'ai dit, écoutez, on ne peut pas laisser passer ça parce qu'on se rend complice de quelque chose qui va affecter l'ensemble des habitants de la planète. Donc, et au travers de tout ça, comme je le disais à l'époque, on s'est présenté à Paris en défenseur d'environnement, qui était du pouvoir, on va diminuer nos émissions, etc. Ça va être difficile de diminuer nos émissions avec de tels projets.